bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on parle des enjeux importants pour les gens de la MRC de Maria-Chapdelaine. Cette semaine, on va parler d'un loisir qu'on connaît peut-être peu, pas assez, mais on veut s'y intéresser. On va parler d'ornithologie, des oiseaux. On a plein de beaux oiseaux chez nous, on les entend, on veut les connaître. Et pour en parler avec moi, j'ai Céline Bellemare, ornithologue. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. 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 Céline, pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est quoi un peu ton parcours? Puis qu'est-ce qui t'a amené à l'ornithologie? Ah, mon Dieu, oh mon Dieu. Écoute, moi, les oiseaux, sans le savoir, déjà, j'étais très jeune et la passion a commencé à se développer. OK. En fait, j'aimais tout ce qui était nature. Et puis, j'avais un grand-père qui faisait de l'agriculture, donc tout ce qui est plantes, fleurs, animaux, c'était déjà dans mes gènes. Et puis, on avait un voisin qui était biologiste et qui m'a fait remarquer une journée, regarde le petit oiseau jaune qui est là. C'est un chardonneret jaune. Oh, je devais avoir 7-8 ans. Mais je savais qu'il y avait des oiseaux. Je les voyais se nourrir dans la cour. Ma mère, des fois, lui jetait des morceaux de viande, des morceaux de pain, des croûtes de pain avec du gras de bacon dessus, puis elle pitchait ça. Mais faites pas ça aujourd'hui. OK? Non. Fait que c'est comme ça que je me suis mis avec ce monsieur-là. J'ai sorti 2 fois avec mon voisin qui m'a fait remarquer un oiseau. Et puis le deuxième petit oiseau qui m'a fait remarquer, c'était une paruline jaune. On en a ici dans la région. OK. Mais c'est un petit oiseau qui voyage énormément, qui peut venir même du Costa Rica ou de la Colombie, puis qui va venir ici uniquement pour venir nicher. OK. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé tranquillement à vraiment me connecter avec la nature. Mes jeux étaient toujours axés sur les animaux, tout ça. J'ai joué dehors, je ne sais pas combien de fois, puis juste écouter la neige tomber. C'était magique pour moi. Fait que les oiseaux, ça a commencé comme ça, avec cette personne-là. Puis plus tard, bien, quand on s'en va aux études, on se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce qui m'intéresse? Hein? C'est la biologie. OK. Alors, j'ai embarqué en biologie. J'ai fait mon bac à l'Université du Québec, en écologie, surtout. Je me suis basée sur... J'ai pris mes cours en fonction de ça. Et puis, c'est comme ça que ça a démarré. Sauf que j'ai rencontré quelqu'un. La vie a fait que... Et ça, c'est tout ça. Le début de ma vie, c'était dans la région de Montréal. OK. Et puis, on est déménagé ici, au Lac-Saint-Jean, avec la petite famille. Et puis, bon, j'ai jamais vraiment travaillé dans mon domaine. Mais avec les années, bon, on a des enfants dans la maison, on aime les oiseaux, puis je m'aperçois, je dis, wow, c'est quoi ce petit oiseau-là que j'ai jamais vu dans ma région de Montréal, qui s'appelle un gros bec errant. J'ai fait, tabarouette, il est bien beau. On met une mangeoire, on met des graines. Ça a ravivé votre Ça ravive. Puis à un moment donné, après quelques années de nourrir les oiseaux dans la cour, les montrer aux enfants aussi. Oui, il y a de l'éducation à faire avec ça quand on a les connaissances. Hein? C'est quand on a les connaissances. Mais là, moi-même, malgré que j'avais ma formation en biologie, bien là, oui, on a besoin d'outils, le guide d'ornithologie parce que les oiseaux d'ici, je les connaissais pas. Ouais. Tu sais, comme je te dis, dans la région de Montréal, on a des espèces d'oiseaux, mais ici, wow! Il y en a plus ici. Ah oui? Oui. Ah oui. Bien, plus de nature. Oui, parce qu'on est chanceux. Lac-Saint-Jean, c'est un point charnière. OK. L'été, on a tous les petits oiseaux tropicaux qui viennent nicher ici. Pourquoi? Parce qu'on a de la bouffe. Les moustiques, les mouches noires. Oui. On les aime pas, nous autres, mais les autres, ils les aiment. Oui, ils sont bien contents. Et puis, en hiver, bien, sud de l'Arctique, cercle arctique, qui normalement vivent là en été, ils viennent passer l'hiver ici. Fait qu'à toutes les saisons. On parle des durbecs, on parle des ciserins inflammés, on parle des plectrophanes, qui est un nom pas mal compliqué, mais si je dis bruant des neiges, il y en a qui vont dire « Ah oui! » OK, bien oui. OK. Alors, on a aussi le fameux lagopède des saules qui descend de plus en plus à chaque année dans la région. On est privilégié de ce côté-là d'avoir ces oiseaux-là aussi. Donc, ça veut dire que dans toutes les saisons, on peut observer des oiseaux différents. Là. Ça va bouger. Puis l'hiver, c'est pas plus tranquille. Quand on a des mouvements, c'est au printemps et à l'automne. Donc ici, juste ici dans la région, là,
On peut observer jusqu'à 280, si j'ajoute les petits rares, là, Ouais. 290 espèces d'oiseaux. Wow! C'est quand même pas un petit chiffre, là. Les avez-vous tous observés, Adam? Non. Je dois friser les 250, par exemple. Ah, quand même. Une quarantaine, là, c'est des espèces que je pense que, bon, au début de l'ornithologie, on court un petit peu, puis on va voir les espèces rares, mais Ouais. après ça, on s'assagit un petit peu. Il y a le côté écologique aussi du Oui. véhicule. Déplacement. Les déplacements, le temps, puis tout. Mais... Fait que là, dans votre vie, quand tout ça se calme, vous décidez d'investir plus de temps dans l'ornithologie. Oui, au début, on est là, comme je disais, dans notre cours, on observe les espèces d'oiseaux, mais à un moment donné, on a juste les petits oiseaux qui viennent aux mangeoires. Mhm. On aimerait avoir un petit peu plus d'espèces. Oui. Et puis, à ce moment-là, ben, c'est là qu'on se dit, ben, si je veux voir des canards, ben, il faudrait que j'aille peut-être sur le bord de l'eau. Mhm. Puis, si je veux voir des grues du Canada, tu sais, parce que, tu sais, on feuillette notre guide, puis on dit, wow, j'aimerais ça voir une belle grue du Canada. Ah oui, puis je peux en voir chez nous, Puis, mais où? depuis quelques années, on en a de plus en plus ici, les grues. Il y en a beaucoup dans le Banel. OK. Il y en a beaucoup dans le nord du lac. Ah, ouais. Donc, parce que le nord du lac, c'est un des premiers endroits où elles peuvent s'arrêter. C'est là qu'elles reconnaissent un peu leur habitat dans lequel elles nichent en Arctique. Ah, d'accord. Donc, elles nichent au niveau du cercle arctique. Mhm. Quand elles descendent avec les petits, elles doivent s'arrêter parce que les petits ils doivent quand même se reposer, se nourrir parce qu'ils continuent à grandir. Donc, le nord du lac Saint-Jean, c'est un bon bel endroit. endroit pour elles. Il y a eu peut-être une quinzaine de grues qui ont trouvé la route. Puis à un moment donné, ben là, ils se sont dit, hey, venez-en avec notre gang. oui. On On a trouvé une belle place. On a trouvé une belle place. Au lieu de la BTB, il ne faut pas oublier le lac Saint-Jean. Ah, Fait que wow. là, on a quand même des espèces comme ça qui s'ajoutent. C'est pas nécessairement à cause du réchauffement climatique ou des changements climatiques. C'est simplement le comportement animal qui fait que certains oiseaux vont choisir des routes. Oui, différente. Puis la région est quand même assez grande, ce qui fait que dans le nord du lac, contrairement à ce qu'on pourrait aller voir dans le fjord du Saguenay, on peut voir des espèces vraiment différentes. Là. Exactement. Exactement. Le fjord du Saguenay, ils ont le Saguenay. Ouais. Donc, ils peuvent avoir des espèces maritimes qui vont s'ajouter. OK. Quand on parle maintenant, aujourd'hui, il est plus commun, le cormoran. Avant, il était juste dans le fleuve Saint-Laurent. Mhm. Aujourd'hui, le cormoran, mais on en voit occasionnellement dans le lac Saint-Jean. Ouais. Il ne niche pas. On n'a pas encore réussi à prouver qu'il niche dans la région, mais il y a des espèces comme ça qui viennent voir, qui viennent se nourrir, qui viennent pour passer tu sais, comme nos snowbirds qui descendent en Floride pour aller. On trouve une autre petite place, on va au Costa Rica, on va au Panama, on trouve qu'aujourd'hui, avec l'avion, on peut aller partout. Oui. Fait que ces espèces-là aussi. Donc, le Saguenay peut offrir, puis aussi avec les glaces qui sont plus, tu sais, qui prennent moins que le lac Saint-Jean. Oui. Donc, c'est un milieu qui est très différent. On peut avoir des espèces différentes dans ces endroits-là. On a dans la région des espèces comme à Normandin, une espèce vraiment particulière, qui est la paruline à gorge grise. Et elle, ce qui est intéressant, c'est qu'on a seulement quelques individus qui nichent dans la région. Ça lui prend du pin gris, des grandes lisières d'arbres aussi, et des lisières où il y a des bleuets. Ah! Donc, ça lui prend... Puis, c'est un oiseau qui a été étudié avec M. Jacques Hibert-Zabal, qui est biologiste à l'Université du Québec à Chicoutimi. OK. Et ils ont fait des recherches là-dessus. C'est une espèce qui est plus fréquente en Abitibi ou dans le nord du Manitoba, l'Ontario, tout ça. OK. Puis ici, on en a juste quelques Quelques-uns. individus, mais ils ont l'air à s'installer. Tranquillement. C'est tranquillement. Est-ce que l'effet du réchauffement climatique fait que ces espèces-là risquent de nicher davantage? Est-ce que ça amplifie ou le fait qu'il y a plus d'espèces ou qu'on en voit des nouvelles qui s'installent? OK. Il y en a qui disent, bon, changement climatique, ça change-tu des choses? Ou, moi, je dirais plus, puis je ne suis pas la seule à dire ça, n'importe quel spécialiste va vous le dire aussi, c'est l'explosion démocratique humaine. OK. Où on habite. La destruction d'habitats naturels
pour les Ouais, espèces. D'accord. On va parler de 2 espèces qui sont quand même assez simples. Puis il y en a qui vont dire « Hey, oui, c'est vrai, j'ai déjà vu ça. » Cité à la poitrine blanche, cardinal rouge. On n'en avait pas ici autrefois. Et de plus en plus, il y a une population qui s'installe. Ouais. J'ai même participé à prouver qu'il y avait un cardinal rouge qui avait niché OK. dans la région. On l'a prouvé dans la région de Chambord. OK. On a trouvé un couple. On a été avisés. On a fait OK, on va aller voir. Et on a vu des petits. Oh, Donc, wow. ça, c'était une preuve comme quoi que le cardinal rouge commence à nicher dans la région. Wow. Et présentement, un peu partout, il y a Moi, des j'en gens... ai vu à Saint-Gédéon. Là. Moi, j'habite à Saint-Gédéon, j'en ai Oui, vu. il y en a un Ouais. couple à Saint-Gédéon. Ouais. Est-ce que c'est un couple? Est-ce que c'est 10 couples? On ne sait sait pas. pas. Ouais. Mais de plus en plus, on a des mentions ici et là, tout autour du lac, qui commencent à se manifester chez cet oiseau-là. La même chose pour la cité à la poitrine blanche. OK. Donc, est-ce que c'est le changement climatique, la présence de nourriture ou La tout destruction simplement des la habitants. destruction d'habitants? Parce qu'on sait que le cardinal rouge, même dans les années, je me souviens, et j'étais haute de même, le cardinal rouge était rare dans la région de Montréal. Ouais. Et je me souviens que mon fameux voisin, Oui. biologiste, il me l'avait montré. Il était tout énervé de me le montrer parce qu'il disait, lui, là, rare c'est qu'on la voit. première fois qu'on le Ah, voit wow. dans la ville, là, dans la région, puis tout. Fait que c'est une espèce, tu sais. Donc, qu'est-ce qui fait que ces oiseaux-là, ils viennent s'installer? Ben, on parle de l'urubu. L'urubu à tête rouge, c'est la même chose. OK. Il y a une trentaine, une quarantaine d'années, il n'y en avait pas dans la région de Montréal. D'un coup, pouf, 1, 2, 3. Aujourd'hui, on en voit jusqu'à Chibougamau. Quand même. Fait que, qu'est-ce qui fait? Bien, c'est la perte d'habitat, Oui. possiblement, dans leur région de nidification, qui fait que ces espèces-là vont se déplacer plus au nord. Ça commence par un explorateur ou 2 Oui, qui viennent voir. qui viennent voir et il y a une explosion qui s'exporte. Et nous, comme citoyens, on n'a pas à tout connaître ça, les oiseaux, mais Non. peut-être qu'il y a des actions qu'on peut faire pour limiter, en fait, leur perte d'habitat. Des fois, on ne le sait pas, puis on peut poser peut-être des mauvaises actions. Comment on pourrait les aider Oui. pour Comment les revenir à aider? leur habitat? Admettons, bon, quelqu'un s'achète un lot à bois. C'est populaire ici. Oui, absolument. Bon. Il y en a qui me disent, « Céline, on a fait un beau ménage dans le lot à bois. On a tout coupé les arbres morts. Un arbre mort est un arbre extrêmement vivant à l'intérieur. Ouais. Il y a des insectes qui peuvent être utiles pour plusieurs espèces d'oiseaux. Il peut être aussi un endroit pour nicher. Ouais. Donc, c'est la première chose à éviter. Il y en a qui disent, « J'ai tout coupé les petits arbres en dessous de mes grands arbres pour permettre à mes grands arbres de pousser encore plus. » Ça, c'est la Ça, nourriture, j'ai vu souvent, ça pour les petits. fréquemment. Ouais. J'ai dit, c'est pas les petits arbres en dessous qui vont empêcher tes grands arbres de... Tes grands arbres vont arrêter de grandir parce qu'ils sont rendus à maturité. C'est ça. OK? Mais les petits arbres en dessous, tu empêches ta régénération. Et c'est eux autres qui vont être vraiment des espèces pour, un, nicher, OK. des belles cachettes, ça. Et 2, c'est eux qui vont produire le plus de nourriture. Ouais. Les grands arbres, à un moment donné, ils arrêtent de produire de la nourriture. Mais les petits, c'est eux autres qui vont produire au maximum la nourriture, que ce soit des graines, des fruits, des parasites, des insectes. Ben oui. Donc, c'est la chose à éviter. Fais ton chemin dans ton lot à bois, joue avec, joue dedans, fais du vélo, fais de la raquette, fais du ski, amuse-toi. Tu veux bûcher? Oui, bûche. Ouais. Mais calcule ce que tu as de besoin fais par des choix. année. Ouais. Bûche par section. Et puis, tu vas avoir une régénération logique et tu vas favoriser certaines espèces, que ce soit pas les oiseaux, mais ça peut être aussi les grands mammifères. Oui, c'est ça. Que tu vas favoriser. Donc, l'utilisation. Juste d'avoir la compréhension que c'est aussi un habitat pour les animaux, Exact. ça fait qu'on pose des actions différentes. Oui, exact. Je ne suis pas contre les coupes à blanc. Ça aussi, il peut y avoir des avantages. Mais ça peut prendre plusieurs années avant de donner des avantages à certaines espèces. OK. Mais la coupe à blanc, c'est comme un feu de forêt.
Absolument, ça aide aussi Donc, à régénérer ceux la qui disent forêt, « Ah, mais la coupe à autrement. blanc Ouais. moi, je ne suis pas complètement contre, mais je me dis, à coupe à blanc, il ne faut pas que ce soit sur une grande étendue. c'est Il faut que ce soit sur de petites étendues. Coupe à blanc, c'est correct. Il va y avoir un roulement qui va se faire. Et, la séquence est importante aussi. OK. Moi, là, je vous écoute, là, vous connaissez les noms d'oiseaux, là, mais il faut commencer quelque part. Là, je l'écoute, moi, j'aime ça, les oiseaux, mais je suis pas capable de les reconnaître. Par quoi on commence quand on va embarquer là-dedans? Ben, je pense, premièrement, par porter attention aux oiseaux qu'il y a dans notre entourage. On commence dans sa cour. Bon, vous accrochez une petite mangeoire. Puis vous allez dire, « j'ai des beaux oiseaux qui viennent, puis tout ça. » Là, je reconnais pas toutes, là, puis tout ça. Bien, on se trouve un bon guide d'identification. OK. Là, ici, moi, c'est un spécialisé, mais il y a plein. Il y en a qui sont Il y en a qui sont à image, il y en a qui sont à photo. C'est à vous de choisir, c'est selon les goûts. Personnellement, je les trouve tous bons. Je ne nommerai pas, là, mais il y en a qui sont faits au Québec. Les oiseaux du Québec, il faut faire attention. Il faut prendre les oiseaux de l'Est du Canada. Ah oui, OK. C'est préférable. Parce qu'il y en a qui ils vont se tromper. J'ai vu beaucoup de guides européens dans des maisons. Ah oui, OK. Des gens qui me disent, mon oiseau, il est là, mais il n'est pas dans mon guide. Oui, non, c'est un guide européen qui a appris à la bibliothèque. Là. Ouais, c'est ça. C'est souvent l'erreur. Même des fois, je vois des publicités ou même dans des films, j'entends des petits oiseaux chanter. Puis qui sont... Il n'y a pas rapport. C'est une erreur de casting. Oh, oui. La plus fréquente, c'est le cri de la buse à queue rousse. Mais on voit un beau pigargue. Ah. Trouvez l'erreur. Là, je suis là. OK. Fait que c'est ça. Quand on a un bon guide d'identification, déjà là, on a un bel avantage. OK? On peut s'asseoir, on est dans notre fenêtre, le petit oiseau, il est là. On ouvre notre guide, on feuillette un petit peu, puis d'un coup, oh non, celui-là, il ressemble, ça. Oh, pour moi, c'est lui. Non, c'est pas lui. On finit par le trouver au début. Oh oui. Mais si on est dehors, puis on ne trouve pas l'oiseau, puis on se dit, crème, je l'ai entendu chanter. Puis on sait qu'il est là parce qu'on l'entend. On sait qu'il est là, puis tout ça. Il y a des applications. OK, maintenant. Qu'on peut mettre sur notre téléphone. Ça a dû changer votre vie, ça? Écoute, moi, c'est sûr qu'avec les années, ça m'a pris quand même une bonne dizaine d'années pour dire, ça, c'est un pic chevelu, celui-là, c'est un pic mineur, celui-là, c'est un grand pic, sans les voir. Dire, t'as un bruin à gorge blanche, puis dire, celui-là, c'est un bruin fauve. Il faut reconnaître, il faut les avoir entendus plusieurs fois pour pouvoir le dire. Mais aujourd'hui, il existe des belles applications sur nos téléphones qu'on a simplement à partir de l'application, on tend notre téléphone, puis le petit oiseau va être capté par votre téléphone, puis vous allez avoir l'espèce qui chante. Wow! Fait que là, ça, c'est le fun. Mais il faut se méfier, par exemple. Oui, ça peut faire des... oui, il n'y a rien de mieux qu'un expert pour vous dire, mais... Ça peut vous aider. Par exemple, vous entendez un chant que vous avez rarement entendu, vous pouvez faire « Ah, celui-là, je suis moins certain. » Ça peut vous aider à c'est que si je m'en vais en Europe, puis que j'entends chanter, là, je suis perdue. Là. Je suis comme monsieur tout le monde là, qui ne reconnaît pas les oiseaux, sauf si je le vois. Ouais. T'sais. Le seul avantage que je vais avoir, c'est la tonalité du chant. OK. Parce que si je prends les merles, qui sont de la famille des trulidés, je vais l'entendre chanter ici, je le reconnais. Mais si je vais en Europe, ils ont leur trulidé à eux. Mais ils ont un accent français. Ils ont un accent français. Ils ont un accent. Fait que là, je me dis, c'est un trulidé. Alors là, je peux commencer à fouiller dans mes livres. Dire, au moins, c'est un trulidé. Fait que ça va m'aider. Tu sais, mon application, aujourd'hui, je vais en Europe, mon application, c'est elle. C'est elle. Je le sais, tout de suite. C'est un bel outil, mais ça doit nous rendre notre oui oisive, tu sais, dans le sens où on ne se pratique pas paresseuse. Paresseuse, oui. Mais tu sais, pour quelqu'un qui a la difficulté à entendre, des fois, les appareils auditifs, ils aident, mais ça, c'est encore mieux. Oui. Mais il faut se méfier. Parce que des fois, il va vous sortir des affaires
Qui n'ont pas de sang. Puis là, quand on le sait pas, on pense que c'est vrai. Ouais. Ouais. Ça m'arrive. Ouais. Là, il me dit, Céline, j'ai eu tel oiseau dans ma cour, c'est mon Merlin qui me l'a dit. Ben, je pense que c'est même pas Merlin, c'est une application de Cornell. Puis là, je dis, je vais y aller. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, je dis, non, c'est ton... Mais, moi, ça m'est arrivé. Je me promène chez moi, puis je dis, je vais regarder qu'est-ce que j'ai autour de moi, là, parce que là, j'avais plein de parulines qui venaient d'arriver. OK. Au mois de mai, vers la fête des mères, là, les parulines, ils s'installent là, dans mon lot à bois, là, puis là, ça chante de partout. Là. Mais si je veux pas en manquer une, là, je mets mon Merlin. D'un coup, j'ai un pioui de l'Est qui chante. Puis ça fait pioui. Là, je suis là. Comment ça fait que t'as entendu ça? Ouais. Tu sais, moi, je ne l'entends pas. Puis là, j'ai dit, non. Puis oui, là, de mes côtés. Fais 3-4 pas, je l'entends. Ah. Là, j'ai dit, merci beaucoup. Puis une fois qu'on les entend, on les voit, est-ce qu'on a besoin? Je vois que vous avez amené des jumelles. Là. Oui. Est-ce que ça, c'est Écoutez, moi, je pense que ça, c'est l'outil essentiel. le plus agréable? Le plus agréable. Si vous n'avez pas votre guide encore, Parce que vous avez au l'important, moins c'est une des paire de observer, jumelles. les Moi, je vais te animaux. dire tout de suite. Là. Ouais. Si vous avez des jumelles d'opéra, là, non. Non, à moins de fermer un œil, puis ouvrir l'autre, puis tout ça, là, c'est bon, rien. Des petites jumelles, il y en a des Nikon, bon, pas cher, là, j'ai dit Nikon, mais ça peut Il y a être, d'autres marques. Là. Il y a plein de marques, là. Les miennes sont un petit peu plus professionnelles, mais en autant que vous avez une bonne paire de jumelles, pas trop fortes. S'ils sont trop fortes, vous allez chercher votre oiseau partout. Ouais, c'est ça. Mais une petite paire de jumelles que vous allez trouver, c'est parfait, c'est l'idéal. Si votre oiseau il est trop loin, il existe des lunettes d'approche. OK. Il y en a qui vont dire des télescopes. Non, des télescopes, c'est pour les étoiles. La lunette d'approche, c'est sur trépied, puis ça peut grossir quand même assez bien pour vraiment aller dire, il y a un petit oiseau là, ou un rapace qui est perché sur un grand arbre là-bas. C'est un terrain privé, je suis dans le chemin, j'ai pas la permission pour... Il faut respecter les terrains privés. Oui. Alors, je me dis, on sort la lunette d'approche, on l'installe et on zoome. Buse pas dessus. Ah. Puis ça, une lunette d'approche comme ça ressemble comme une longue vue de pirate, là. C'est ça, exactement. OK. Fait que là, on est capable de les observer, c'est intéressant, on peut voir les différentes couleurs, on peut les voir nidifier. C'est vraiment intéressant. Hey, restez avec nous, on prend une petite pause. Eh bien, restez là, on va continuer cette discussion-là, puis on va approfondir cette belle passion qui est l'ornithologie. À tout de suite! Ben voyons donc. Nous, ce qu'on voulait, là, c'était vraiment avoir l'impression de manger des bleuets sauvages. Aujourd'hui, j'ai la chance de venir découvrir Congèlerie Héritier qui a récemment lancé la marque Hiberna, qui sont jus de bleuets purs à 100% ainsi que d'autres fruits nordiques congelés. Et là, on s'en va découvrir l'usine avec leur merveilleux ours noir. Très hâte d'aller voir ça. On y va? La congèlerie, c'est un ensemble de producteurs qui se sont associés pour devenir autonomes dans le marché des bleuets sauvages majoritairement. On fait la congélation, la transformation du réemballage, majoritairement de l'exportation. C'est dans le fond, on prend le produit dans le champ puis on l'exporte dans plusieurs pays, Europe, États-Unis, Asie. Sinon, depuis mai, on transforme nos produits pour le marché local. C'est Hiberna que ça s'appelle. Il y a des fruits congelés, du jus de bleuet sauvage. Merveilleux. Bien là, nous, on a hâte d'aller voir vos belles installations. Écoute, ça va me faire plaisir de vous faire découvrir. On vous suit là-dedans. On est prêts. Go! Comme d'hab, on rentre dans des places où personne ne voit.
Et le procédé pour avoir ce jus-là? C'est fait à partir d'un bleuet congelé. En fait, le bleuet, il est broyé, il est pressé, puis il y a 2 filtrations qui est effectuée. Puis là, bien, vous parlez du bleuet, mais je pense que vous faites d'autres fruits congelés. Fait qu'est-ce que c'est pas fruits et légumes? Oui, on fait de la gourgane. On fait de la camerise, de la rognan, de la canneberge aussi. Fait qu'on est capable de congeler tous ces produits-là. Avec une belle chronologie. Là. Oui, exactement. Ces merveilleux jus de bleuet, où est-ce qu'on peut les retrouver? Où est-ce que les gens peuvent aller les chercher? Le jus de bleuet, il y a plus de 35 points de vente partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a aussi maintenant le bleuet 2 kg surgelé, la camerise, Adolbo, il y a IGA, Métro, Besson. Sinon, Normandin, la boulangerie, Normandin, et aussi, évidemment, au Délices du Lac-Saint-Jean, à Albanel. Puis, tu sais, comme il n'est pas disponible, là, notre bon bleuet sauvage à l'année, c'est une façon de le consommer différente. Puis de plein de façons différentes. Ouais. J'imagine dans des desserts. Les desserts, les cocktails, les mocktails. Ça fait très bien dans la boîte à lunch parce que c'est un petit ice pack. Ouais. C'est très bon pour la santé aussi, les bleuets avec les antioxydants. Merci tellement pour cette visite-là, de nous avoir parlé de l'entreprise, de la dégustation. Merci à toi. Congèlerie Héritier, c'est vraiment une belle entreprise de Normandin qui valorise notre bleuet sauvage, mais également d'autres fruits nordiques. Allez voir leur site web pour plus de détails. On se revoit bientôt pour une autre capsule. Oh, il y a un ours sur le truc! Wow! Même les sarraux sont à l'effigie de Congèlerie Héritier. Parce que trouver ton emploi peut comporter son lot de défis. Pour t'aider à identifier tes forces, faire valoir ton expérience, ta sagesse, ton potentiel. Nous sommes là. Pour encadrer ta démarche, trouver de nouvelles pistes, identifier ce qui te motive vraiment. Pour t'aider à réseauter, accéder au marché caché de l'emploi, prendre part à un milieu actif. Nous sommes là. Intégrer le travail après une période de vie plus difficile. Après un moment de réflexion. Ou si tu veux changer ta situation. Nous sommes là. Pour relever les défis. Malgré les limitations. Les doutes. Ou les différences. Pour identifier tes rêves. Faire preuve d'audace. Oser aller plus loin. Trouver ton emploi. Avec nous. Ici, c'est possible. On est de retour à Échangeurs sur Côte et je vous rappelle qu'on parle aujourd'hui d'ornithologie avec Céline Bellemare. Céline, moi, par exemple, dans ma cour, je vis en campagne, puis ça va arriver que je vais trouver des nids. Oui. Des nids vides, des fois, il va y avoir des œufs, il va y avoir des familles. Comment on doit agir par rapport à ça? Parce que moi, j'ai des enfants, on est curieux, Oui. on veut voir, mais on ne veut pas déranger en même temps. Comment On veut faire de l'éducation aussi. Oui, c'est ça. Fait que je pense que, moi, côté éducation, j'ai certaines limites, mais des fois, on va aller un petit peu plus loin. OK. Tu sais, si je trouve un nid, je le trouve, OK, je prends 3 secondes, je le regarde, ma satisfaction personnelle, et après ça, je m'éloigne, je laisse le nid, je sais où il est, je ne dis pas à personne. OK. OK? Parce que je veux qu'on leur laisse... surtout si c'est en ville ou pas loin de chez moi. Mais quand on a des enfants, puis c'est la première fois, puis on veut faire de l'éducation, je pense que c'est quand même assez important de leur faire réaliser que la vie est fragile. Ouais. On leur montre, mais on essaie quand même, on peut leur faire essayer avec les jumelles, avec une lunette d'approche, essayer de leur montrer le plus loin possible, de les sensibiliser. Si le nid ne nous permet pas ça, on dit, on a 3-4 enfants, on le fait d'une shot. On y va. On les réunit, on leur montre le nid et on recule. Après ça, une fois qu'ils ont tout vu. Les petits becs, c'est le fun. Parce que si, admettons, c'est un merle d'Amérique qui niche, on va entendre les merles qui paniquent.
autour, là, puis tout ça. On en profite quand ils sont pas là. Ouais. OK? Donc, quand les adultes sont partis, là, on en profite. On va voir, les enfants vont voir les petits becs en l'air, puis tout ça. Puis ils vont trouver ça cute, puis on fait la sensibilité. Regarde comment ils sont tout petits, fragiles et tout. Mais après ça, on s'éloigne et on leur fait promettre de ne plus s'approcher. Ouais. Ça fait aussi de la discipline auprès des enfants. Puis ça, c'est Le important. respect de la nature. C'est ça, c'est ça. Des fois, on n'a pas le choix. Quand on a un oiseau qui niche, juste dans notre porte d'entrée, au-dessus, là, il ne faut pas dire, bon, mais là, écoute, là, tu as niché à mauvaise place. La première chose à faire, c'est, si on a la chance de voir l'oiseau en train de bâtir son nid, c'est de le défaire à chaque fois. OK. Si on a une espèce indésirable, des fois, ça peut être un couple de corneilles qui veut nicher chez vous, puis ça vous tente vraiment pas de vous faire réveiller à 4 heures du matin avec les corneilles qui chialent, bien, encore le même procédé. Prenez un bâton, défaites le nid au feu avant qu'il soit terminé. Mais des fois, on arrive, il est trop tard. Alors, il faut se dire, bien, il m'a vu passer, j'ai circulé là, je vais peut-être limiter mes déplacements, mais le bel imbécile, il s'est mis à mauvaise place. Alors, c'est rare que les oiseaux vont abandonner la nichée, sauf s'ils sont vraiment forcés de le faire. C'est si un des deux meurt. Ah, OK. Ça peut arriver. Il y a des oiseaux qui sont assez protecteurs du nid pour dire, bon, mais s'il y a un chat pas loin, il y en a un adulte qui va se mettre à terre puis qui va voir attirer le chat puis l'éloigner le plus possible. Des fois, on n'a pas le choix. Et puis, ils disent, il y a des oiseaux comme le merle d'Amérique. Moi, ce qui m'arrive le plus souvent, c'est qu'il y a des gens qui m'appellent et qui me disent « Céline, j'ai trouvé un petit merle d'Amérique à terre, là, un petit oiseau, là, puis tout ça. Là. » Mais il dit « Il est tout seul, il n'y a personne avec lui. Qu'est-ce que je fais? » Laisse-les là. C'est la nature. C'est la nature. Dans le nid, quand les œufs sont pondus, là, il peut y en avoir 5 chez le merle. Puis quand ça grossit, là, à un moment donné, il n'y a plus de place dans le nid. Pour les 5. Puis le plus gros, souvent, bien, soit qu'il tombe en bas ou il décide « je m'en vais. Ouais. Je sors du nid, il n'y a plus de place pour moi. » Puis ils se disent « bien, si je sors, papa et maman vont peut-être plus s'occuper de moi. » C'est un petit peu mon idée. Fait que l'oiseau qui est au sol, il ne faut pas s'inquiéter pour lui. Il y a toujours un parent pas loin qui surveille. On le laisse là. Si on est en train de tondre la pelouse puis qu'on le voit à terre, bien là, on fait le tour, puis on y retourne la pelouse après. Mais si vraiment on se dit, bon, mais là, ça m'inquiète parce que je sais que le chat du voisin va venir, puis tout ça, prenez-le, mettez-le en dessous d'une plante, en dessous d'un buisson, déplacez-le, mettez pas des gants, mais allez vous laver les mains après. C'est plus pour vous que pour l'oiseau, les germes. Il faut faire attention de ce côté-là. Il ne faut pas oublier la maladie du Nil. La maladie aviaire aussi. Donc, lavez-vous les mains après. Fait que c'est ça. Moi, c'est mon livre à moi. L'éducation des enfants, ça passe en premier. Là, j'ai une question en 2 volets. Oui. Là, moi, j'ai le goût d'avoir des oiseaux à la maison. Qu'est-ce que je devrais faire pour les attirer de manière sécuritaire? Là? Tu sais, comme par exemple, je sais qu'il ne faut pas mettre des mangeoires trop près des fenêtres pour les éviter de rentrer dans les fenêtres, des choses comme ça. Et la question inverse, j'ai pas le goût d'avoir des oiseaux chez nous, ou tel type d'oiseau. Qu'est-ce que je fais? OK. Si tu as le goût d'avoir des oiseaux, oui, tu t'installes une mangeoire, pas trop proche de la fenêtre ou très proche de la fenêtre. Ah, OK. On dit que si on met notre fenêtre, on met un plateau, juste vis-à-vis, ça n'a peut-être pas beaucoup de visiteurs, par exemple. Parce que les mouvements dans la fenêtre, ça va faire peur aux oiseaux. Parce que plus la mangeoire est proche, moins l'oiseau va prendre son élan pour aller se frapper. Oui, je comprends. La vitesse va être moins grande. Donc, ici, déjà là, c'est trop loin. Donc, mettez-la... Si vous voulez vraiment... Moi, j'ai remarqué que quand on met nos mangeoires de billets aux fenêtres, il y a moins de chances que l'oiseau parte puis qu'il s'en aille dans votre fenêtre.
OK? Donc, de billets, c'est bien. Mais juste vis-à-vis, mais quand même à 20-25 pieds, Ça va. il y a moins de chance aussi. Ouais, Donc, OK. prenez une bonne distance. Vous avez vos jumelles pour les regarder. C'est les couleurs que vous allez voir. Puis vous allez avoir des espèces intéressantes. Il y en a qui disent « Ah, moi, j'aime pas les jets bleus. » Il faut se dire, moi, j'ai des jets bleus, j'ai des mésanges, j'ai des ciserins, j'ai des gros becs. Ils viennent tous en même temps. C'est sûr que des fois, les jets bleus, ils prennent beaucoup de place quand on a 6-7. Mais il faut se dire, c'est chacun leur tour. Ouais. Tu sais, à un moment donné, les jets bleus, ils vont en avoir eu plein leur casse. Ils en ont mis partout, puis ils vont partir. Puis c'est chacun leur tour. Moi, je sais que les petites mésanges, ils viennent de bonne heure le matin, le midi, quand tout le monde dort. Puis après ça, ils reviennent en fin de journée, OK. avant la Ils ont nuit. leur horaire. C'est ça. Chacun a son horaire. Puis les gros becs, quand ils sont 75 dans votre cour, ben ils ont le monopole. Laissez-moi vous dire. Fait que non, ça, c'est parfait. Mais là, vous en voulez pas. Ouais. C'est-tu un épouvantail encore, la meilleure solution? Non, il va se percher dessus. Ouais. Il y en a qui mettent des grands-ducs en plastique. Oui, oui, oui. Non. Merci. J'en ai vu encore la semaine dernière. Oui, mais le problème, c'est que si vous voulez qu'il fonctionne, il faudrait qu'il crie, Ouais. qu'il bouge un petit peu. Fait que changez-le de place des fois. OK. À ce moment-là, vous avez des chances. Je pense que les enregistrements Ouais, d'oiseaux, de prédateurs, comme les buses ou les éperviers, si vous avez, comme dans certains tours ou édifices où il y a plein d'antennes, ils ne veulent pas avoir les pigeons qui aillent là-dessus, à ce moment-là, on peut entendre des cris d'oiseaux. Et ça, c'est quand même efficace. Plus efficace. C'est plus efficace, OK. oui. Mais si à la maison, vous avez une piscine, vous avez des chances d'avoir des canards dedans. Ben oui. Vous avez des chances d'avoir des grenouilles dedans, si c'est des piscines au sol. Ouais. Vous avez des chances que il y a le quiscale bronzé, le gros moineau noir, OK. le grand noir, là, avec le riche jaune. Lui, il y en a là, des gens qui me disent, là, il niche dans ma headset, là, puis quand il passe au-dessus de la piscine, là, il lâche sa crotte. Ouais. C'est pas sa crotte qui lâche. C'est des sacs fécaux OK. de ces petits qui laissent tomber dans la piscine. Pourquoi? Ouais. Parce que c'est la meilleure place pour lui, pour pas que les autres oiseaux ils disent « Comment ça fait qu'il y a des sacs fécaux ici à terre? Là? Il doit y avoir Il doit y avoir des il petits doit avoir quelque part. quelqu'un qui niche pas loin, là, puis tout ça. Puis moi, je suis un prédateur, là, puis je vais aller chercher ça. Ah, ouais, C'est c'est petit. habile quand même. Oui, oui. Alors, c'est souvent les gens, c'est ça qu'ils me disent. OK. Le quiscale bronzé, il a l'air à aimer les piscines. Donc, OK. pas de piscine. Puis je sais pas si c'est juste moi, mais je me dis, tu sais, l'observation d'oiseaux, c'est de l'extérieur, c'est la nature. Oui. Moi, je trouve que ça va aussi avec le jardinage, dans le sens, moi, je plante du oui. millet, je plante, tu sais, pour les oiseaux, des cerises, des baies, j'ai des, je me rappelle plus du nom, là, mais un fruit qui n'est pas bon pour nous, mais que les oiseaux adorent. Bref. C'est quoi qu'on devrait planter? Tu sais, quand on fait du jardinage, sauf Oui. si on veut attirer les Oui. oiseaux, Oh, il y a des mon types de Dieu. fleurs, ou je sais pas. Oui. là. Bien, moi, je vous dirais, vous savez, on va parler d'un oiseau en particulier, qui est le colibri. Oui, Hey, on est chanceux en tabarouette parce que dans la région, là, il y en a. il y en a, puis pas à peu près. Mon premier colibri, je ne l'ai pas vu à Montréal. Je l'ai vu ici. Les vavos verts, moi. Ah oui? Ouais. Ben moi, j'ai dit, hey, tabarouette, il y en a donc bien. Tu sais? Fait que là, on est porté, on se dit, au printemps, on va mettre ma petite abreuvoir à colibri, puis je vais faire du jus, ou bien je vais l'acheter. Achetez-le pas, faites-le. Ben, C'est pas compliqué. Ben non, c'est de l'eau puis du sucre. Je peux vous donner votre recette. Ma recette, c'est super simple. On prend 4 tasses d'eau, 1 tasse de sucre, on fait bouillir ça. Une fois que c'est bouilli, on met ça en pot dans le frigidaire, c'est bon pour l'année. Mais on n'en met pas une tonne. Juste Moi, un des peu. fois, je regarde des abreuvoirs à colibri, là. Elle est pleine. Imagine. Il fait 30 degrés. Qu'est-ce qui se passe chimiquement dans votre abreuvoir à colibri? C'est que l'eau et le sucre se transforment en alcool. Oh, ça fait des colibris sous. Et voilà. Et le colibri, ben, il va développer une maladie du foie. OK. Et il va en mourir. Donc, au printemps,
on plante nos fleurs. On peut mettre un petit abreuvoir en colibri. On va mettre juste un petit peu de jus Juste dedans. pour indiquer qu'on a des Juste fleurs, pour on indiquer, puis tout ça. Mais quand il commence à avoir des journées canicules, qu'on appelle, là, on enlève l'abreuvoir à colibri et on la remet seulement au mois d'août, quand les nuits commencent à être fraîches. OK. Là, notre sucre va moins se dégrader pour devenir alcool. OK. Votre abreuvoir peut durer 3-4 jours avec le même jus. Oui, OK. Donc, c'est vraiment, là, juillet, là, fin juin, juillet, quand on est chanceux, qu'on a un bel été. Ouais. Et puis, on enlève ça. OK. À part ça, qu'est-ce qu'on plante? Il y en a qui vont dire juste des fleurs rouges attirent les colibris. Oui, on va dire. Moi, je mets des monardes, la vermillionnaire. C'est une plante qui a fait... C'est une Cuphéa, de la famille des Cuphéas. Elle se vend partout dans les pépinières. C'est une petite fleur orangée, très tubulaire. Les colibris l'adorent. Ils vont se battre pour. Ah, OK. Tu sais. Mais pour les arbustes, les arbres fruitiers, L'arbre fruitier, hein? n'importe quel arbre fruitier, ça va faire l'affaire. Les jaseurs, vous allez remarquer, le jaseur d'Amérique, lui, il va manger les pétales des fleurs. OK. C'est très mignon à voir, la scène d'amour entre le couple. Le mâle va ramasser les pétales, va les donner à la femelle, puis elle est là, oh oui, t'es fin. Puis ces arbres-là vont faire des fruits. OK. Et à l'automne et en hiver, ça va être le jaseur boréal Qui, va qui, venir les lui, manger. va venir manger les fruits. Alors, il sert dans ces deux saisons-là qui sont très importantes. Et puis, ils peuvent nicher aussi dans le même arbre. Ah, ben. Mais demandez normalement chez les pépiniéristes, ils sont au courant de à peu près toutes les espèces de fleurs. Dans les vivaces, tout comme dans les annuelles, les types de fleurs à planter, mettez-en, gênez-vous pas, parce que non seulement vous allez attirer les oiseaux pour certaines fleurs, mais vous allez aussi attirer certains insectes qui, eux, sont des proies pour les petits oiseaux. Mais c'est intéressant de faire ces choix-là en fonction, pas juste de nous, de ce qui est beau, mais en fonction de l'écosystème. C'est ça. Avec le temps qui nous reste, j'aimerais ça voir avec vous. Tu sais, là, on a le goût, par exemple, là, on vient de nous écouter, puis là, on a tout le goût de se mettre à l'ornithologie. Est-ce qu'il y a des regroupements dans la région? Comment ça fonctionne? Tu sais, vous faites ça de manière active? Bon, moi, quand j'ai commencé, il y avait le club d'ornithologie du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Et puis, malheureusement, il a mouru, comme on peut dire. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, les regroupements, il y en a quelques-uns qui sont encore très actifs quand on parle de la région de Montréal, la Rive-Sud, les cantons de l'Est. Il y a encore des groupes d'ornithologie qui sont encore actifs. Mais ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on recherche encore à comment le remettre en marche si jamais il revient en vie. Mais moi, je vous dirais, écoute, sur les réseaux sociaux, il y a des groupes d'ornithologie. Ouais. Juste à dire, écoute, moi, je voudrais commencer l'ornithologie dans telle région, j'aimerais ça que quelqu'un me guide un petit peu. Il y a toujours quelqu'un qui va vous dire, ah, on va y aller ensemble. C'est une bonne façon de Même de si le on faire. est débutant, parce que des fois, je pense que c'est la part, c'est d'arriver avec des gens professionnels qui sont tout équipés, puis là, ils se parlent, puis on comprend rien, puis on ne sait pas quoi faire, puis on a l'air niaiseux. Est-ce que, tu sais, si on veut débuter, là, y a-t-il une manière d'avoir, je sais pas, un mentor ou des gens qui peuvent nous aider? Il y a toujours moyen. Il y a Ouais. toujours quelqu'un. Regarde, moi, non. J'étais comme ça. Ouais. Je reconnaissais mes petits oiseaux dans ma cour. J'avais peut-être mon bac en biologie, mais ça ne faisait pas de moi une ornithologue professionnelle. Et puis, j'ai rencontré des gens. Il y a des gens avec qui j'ai dit... on a eu un petit attachement particulier. La chimie passait bien. Elle reste pas trop loin. Puis, j'ai dit, ah, c'est merveilleux. On se met à sortir ensemble. On trouve des spots. Les spots, ça se partage-tu quand on a des bons spots? Ah oui. Oui? Oui. Vous n'êtes pas, Ouais. vous êtes Moi, pas je suis radin, pas là, avare. Non. Je suis pas avare du tout. Écoute, moi, quand j'ai comme... quand on a dit... Bien, tu sais, quand on cherche une espèce en particulier, bon, il faut que tu trouves ton milieu. Il y a un écosystème
un habitat, tu te dis, tourisme. hey, je suis dans une tourbière. C'est quoi les espèces que je peux trouver dans une tourbière? Des fois, on fait ça, nous. Quand on se dit, hey, ça fait longtemps que je n'ai pas vu une maubèche des champs. Ça ressemble à quoi, une maubèche des champs? Je ne sais pas. C'est un gros limicole, à peu près ça d'eau. Ah, ouais. Oui, ça a un cri bizarre, mais c'est pas fréquent. Fait que des fois, on fait une petite sortie pour aller voir si on peut pas se trouver une maubèche des champs ou... Des fois, on fait juste l'entendre. Ouais. Mais Puis on la est voit pas. satisfait. Oui, oui. Tu sais, quand on avance en ornithologie, au début, on veut les voir, on veut les voir, on veut les voir. Mais après ça, avec le temps, on dit, ah, on a entendu, je suis contente. Oui, oui, oui. Il y a des petites parulines aussi que faut vraiment, tu sais, je veux dire, il y a des parulines, certaines, dans votre cour à la maison, que ce soit en ville, il y en a. On va les entendre, on va les voir, on va tomber dessus, on va dire « Wow, c'est quoi ça? Il est tout noir avec un peu d'orange. » Bien, c'est la petite paruline flamboyante qu'on peut voir en ville. Mais si on va en forêt, mais là, on va voir d'autres espèces qui, elles, ne se retrouvent pas en ville. Donc, si on recherche certains habitats, bien là, on agrandit Les possibilités. nos possibilités de cocher plusieurs espèces dans notre année. Ça, c'est fait. Est-ce que tous les ornithologues font ça? Là, j'ai vu telle espèce, telle espèce. Ah, j'ai vu telle espèce. Puis, on le communique aux autres. Là. Dans tel secteur, il y a un couple de. Oui. Ça, il faut être sur des groupes, sur les réseaux sociaux. Oui, en pour fait, voir ça. oui, sur les réseaux sociaux, entre amis aussi. Des fois, je suis dans ma cour, puis j'ai une petite paruline à gorge jaune, qui est, normalement, on voit ça en Floride, dans le sud. Puis ça donne, des fois, il y en a une qui, au lieu de migrer sur un bord, elle migre sur l'autre. Puis elle s'en vient chez nous, puis là, elle est chez nous, là. Je la vois, là, elle va se nourrir sur mon petit bloc de gâteau d'oiseau, là. Ouais. Là, je dis, bon, appelle un tel, envoie un texto, hey, j'ai ça chez nous, là, tu sais. Ouais. Donc, entre réseaux d'amis, on le fait. Tu vas mettre ça sur Facebook, dans le groupe d'ornithologie du Québec. Tu vas avoir des messages. Ouais. On dit, hey, je ne l'ai jamais vu, celui-là, je peux-tu aller le voir chez vous? Oui. Tu sais, OK. ça aussi, ça peut arriver. Des fois, il faut faire attention. Parce que des fois, il y a des gens qui sont moins respectueux des endroits privés. Ça, hein, on dit que dans le monde, il y a toujours 10 d'imbéciles à terre. Fait que c'est ça. Mais oui, on se le communique. Comme l'année que j'avais trouvé mes lagopèdes. C'était en 2010, l'hiver 2010-2011. On fait des recherches parce que notre expert à Chicoutimi nous dit « Ah, allez dans le coin, ça devrait être une invasion cette année chez le lagopède des saules qui descend de l'Arctique et qui s'en vient ici. » Il y en a qui appellent ça la perdrix blanche. Fait que on décolle avec des amis. On se dit, on va aller voir, puis tout ça. Puis là, on voit des traces. On n'en a jamais vu. C'est une trace de lagopède, étrange, j'ai les notes. C'est large, on discute. À un moment donné, on en voit une décoller. Ah, bingo! Fait que là, on capote. Oui. On vient fou. Là, on revient à la maison. Il n'y avait pas de cellulaire à l'époque. Non. On prend le téléphone. On écrit des emails, il n'y avait pas de Facebook. Là, on communique avec plein de monde. Puis là, ben, sans le vouloir, ben là, il y en a de Montréal, de Trois-Rivières, de Sherbrooke, Et la communauté d'Ottawa, la est communauté engagée, de gens qui sont aussi passionnés que toi, communiquent avec toi. Et j'aimerais ça, aller voir tes lagopèdes, puis tout ça. On avait trouvé 56 dans notre journée. Fait qu'on s'est dit, hey, on a eu, à partir du temps des fêtes, à chaque fin de semaine, un groupe de, en moyenne, 10 personnes à amener voir des lagopèdes. Donc, ça fait des sorties que ça peut être... Qui s'organisent. puis tout ça. Il y a des gens qui s'organisent, puis tout ça. Après ça a été l'histoire des grues. Les grues du Canada. Hey, on trouve des grues. Ah, ben là, on fait une sortie. Puis là, il y en a qui s'ajoutent. Puis là, il y a du monde. Ben là, peux-tu faire une sortie mensuelle avec le groupe, les clubs d'ornithologie? Puis là, ben à chaque année, au mois de septembre, octobre, bien, j'avais des gens qui venaient, puis on allait dans le coin d'Albanel, on allait voir les grues du Canada, dans les champs. Fait que c'est toutes des petites choses. Oui, il y a une bonne communication, je dirais, entre les ornithologues. Puis quand
qu'on se dit « Ah, je connais pas ça, je vais passer pour Ouais, un... » Il y a du un tout. début à tout. Oui, c'est ça. Les gens Il y a un sont- début sont- à tout, puis vous allez voir que Les gens aiment ça ces aussi, gens-là, vulgariser ce ils qu'ils ont adorent. connaissance. Hein? Oui. C'est un partage de On connaissances. vous écoute, vous écouterez des heures. Ah oui, oui. Moi, écoute, j'ai rarement dit non à quelqu'un. Je m'organise, à moins de ne pas pouvoir. Là, c'est sûr qu'avec la famille, des fois, surtout une petite famille qui s'élargit. Fait que j'ai dit, oui, je peux. Non, je peux pas, mais je vais transférer à quelqu'un d'autre qui, lui, je suis pas mal certaine que lui, il va pouvoir t'emmener. Tu sais. Puis on a des beaux sites. Moi, je pense en tout cas aux battures à Saint-Fulgence, que j'aime beaucoup aller une fois par année, justement pour voir les oiseaux. Mais ça serait quoi, vous, vos spots, là, vos meilleurs spots dans la région là, Oh pour les gens my qui God! veulent? Écoute, mes spots, bon, Albanel, les Albanel, grues, ça, vous m'avez donné le goût d'aller. les grues, Ouais. à l'automne. Au printemps aussi. Au printemps, c'est juste des petits groupes de 10-15. OK. Mais à l'automne, vous pouvez avoir un groupe de 1000 grues, là. Bon, Tu sais, fait que ça, c'est intéressant. clairement. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a comme coin? Bien, quand on peut trouver des endroits, c'est assez difficile, les bordures du lac Saint-Jean. Parce que plus c'est tous accès. des terrains Ouais, privés, c'est ça. on n'a pas tellement accès. Essayez de s'arrêter pour essayer de voir. Il y a le Baume Oui, à Saint-Méthode. à Saint-Méthode qui peut être intéressant. On a une belle grande tour d'observation. Ça peut être intéressant au mois d'avril, mai. Je sais qu'il y a le marécage aussi à Saint-Gédéon. Oui, avec les tours oui, d'observation, oui. c'est- Mais elle, malheureusement, on commence à perdre la vue, à moins qu'il ait Ouais. coupé les arbres là, devant. non, ouais. Il y a beaucoup d'endroits dans les marécages, c'est ça qui est le plus difficile, c'est qu'on perd la vue avec OK. les Avec le temps. années. OK. Mais je dirais qu'il y a certains endroits encore, si on parcourt les rives, on finit par trouver des endroits. Mais au Baume, moi, j'aime ça pour la migration des balbuzards pêcheurs. OK. Je ne sais pas si vous avez déjà vu pêcher un balbuzard pêcheur. Ouais, moi, j'ai plus Vous êtes dans la sur le bord de tour l'eau. et vous les voyez vous en venir tranquillement au-dessus de la rivière, du chenal du cheval qui appelle. Ouais. Là, c'est parce que je me souviens du nom, là, mais moi, les noms des places puis tout ça, là, on le voit s'en venir tranquillement. Si on a un beau petit vent sud, là, ils s'en viennent et à coup, chlouch, il va sortir avec un poisson. Souvent, c'est des barbottes. Souvent, j'ai déjà vu sortir avec un brochet. Alors, c'est assez intéressant de voir ça. Ensuite de ça, bien, il y a un petit marécage qui est juste avant. Là, quand on prend le chemin pour se rendre à la tour, au Baume, il y a un petit marécage qui fait les deux côtés de la route. Là, vous pouvez entendre les bécasses et les bécassines. Oh. Bécassines de Wilson. Et puis, même en plein jour, ils vont faire leur danse. On les entend partir en vol. Puis là, ils descendent, là, ils descendent au sol. Alors ça peut être intéressant à observer. Il y a toujours peut-être des grues aussi qu'on peut attendre, même à partir du Baume. Il y a le Pointe-Taillon qui peut être intéressant. Oui, absolument, c'est vrai. Hey, on a Pointe-Taillon, beaucoup vous sautez sur votre vélo et faites le 44 km en vélo, tranquillement, pas vite. Ça va vous prendre la journée. Apportez un petit lunch, de la mouche. Et puis, vous avez la chance de pouvoir croiser des tétras, des gélinottes, toutes sortes de petites parulines aussi. Alors, traînez votre petit guide, que ce soit un petit guide sur sonore l'application avec, ou un livre dans une pochette, dans la valise. On peut faire vraiment des belles sorties. Et comme puis, ça. c'est vraiment intéressant, Mme Bellemare. Et quel oiseau on vous souhaite d'observer que vous n'avez jamais encore observé? Ce serait quoi votre rêve en ce moment? La Vossette d'Amérique. Puis ça, est-ce que ça se trouve ici? Elle vient nous visiter de temps en temps. Il y a quelqu'un à l'automne qui peut dire « Ah, il y a une avocette. » À chaque fois, c'est une espèce elle me fuit. Oui. Je dis « Je veux en voir une. » Je n'ai pas été encore dans... On peut l'avoir en Saskatchewan. OK. Au Manitoba, dans les prairies, puis tout ça. Autrefois, j'aurais dit le tétra queue fine, mais je l'ai vu il y a 3 semaines. Ah, wow. Oui, j'ai pu cocher le tétra juste ici à Mistassini. Ah, ouais. Oui. Alors, ça, j'ai été contente. Mais la Vossette, des fois, il y en a qui disent « Ah, il y en a une au Grand Marais. »
à Saint-Gédéon. Ouais. J'y vais, puis Oui, jamais. j'en vois pas. Je J'en vous vois laisse pas. noter. Mais là, je vais faire un voyage spécial. Oui, elle est où? Des fois, on fait des voyages spéciaux Ouais. pour voir certaines Oui. espèces. Parce que quand on commence, OK, on se contente de tous les petits oiseaux, mais à un moment donné, quand tu as fait le tour du jardin, ben tu veux voir l'exotique. Oui. Fait que là, tu fais un voyage au Costa Rica Oui. pour aller voir le beau quetzal resplendissant. Ensuite, tu vas aller au Panama pour aller voir les toucans. Ensuite, tu vas faire un petit voyage ici, juste ici au Canada. Oui. J'aimerais bien voir des lagopèdes à queue blanche qui sont en Alaska ou au Yukon. Il y en a au Yukon, il y en a au Canada. Et merci, Mme Bellemare. C'est vraiment fascinant tout ça. Vous avez plein de connaissances. Ça nous donne le goût d'embarquer. Là, vous avez, en tout cas, un nouveau fan. Merci beaucoup. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci, Puis, puis- si je peux avoir des recrues, ça va être parfait. Parfait. Et merci surtout à vous d'avoir été là. C'était le dernier épisode d'Échangeurs Turcotte pour cette saison. Merci d'avoir participé. J'espère qu'on vous a diverti, on vous a instruit, qu'on a bien vulgarisé les enjeux importants pour vous. Et on se souhaite de se revoir à l'automne prochain pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bon été! Parce que trouver ton emploi peut comporter son lot de défis. Pour t'aider à identifier tes forces, Faire valoir ton expérience. ta sagesse, Ton potentiel. nous sommes là. Pour encadrer ta démarche, Trouver de nouvelles pistes. identifier ce qui te motive vraiment. Pour t'aider à réseauter, Accéder au marché caché de l'emploi. Prendre part à un milieu actif. Nous sommes là. Intégrer le travail après une période de vie plus difficile. Après un moment de réflexion, Ou si tu veux changer ta situation. nous sommes là. Pour relever les défis Malgré les limitations, les doutes, ou les différences. Pour identifier tes rêves. Faire preuve d'audace. Oser aller plus loin. trouver ton emploi Avec nous, Ici, c'est possible.